Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être venus pour cette conférence qui va se dérouler. On va redémarrer l'ordinateur, espérons qu'il va pouvoir faire ses offices. Voilà, donc je me présente pour des personnes qui ne me connaissent pas, je ne sais pas. Des personnes nouvelles qui viennent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas? Donc, bon, c'est là au moins une, donc voilà. Je vais le faire vite, ne vous inquiétez pas. Voilà, je m'appelle Jean-Michel Raoux et il ne faut pas confondre avec Raoult, le professeur, très connu maintenant de Marseille. Voilà. Alors que, oui, on a un point commun, on est tous les deux des Marseillais. Voilà, bravo, vive Marseille. Voilà. Le savon. Voilà, le savon, c'est un savon au coronavirus. Et voilà, donc à l'origine, j'ai une formation scientifique, chimiste, physicien, mathématicien. J'ai passé quelques années dans les collèges et les lycées à donner des cours, tout ce que tous les gens ont des bons souvenirs, les mathématiques, la physique et la chimie. Dans des lycées et des collèges du côté de Saint-Raphaël et Cannes. Et après je suis venu habiter à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, donc se trouve à peu près entre Aix, à mi-distance, enfin à bonne distance entre Aix et Marseille, je veux dire à équidistance Aix-Marseille, sur la nationale 7. Et où il y a la basilique de Sainte-Marie-Madeleine. Je ne sais pas si vous connaissez la basilique de Sainte-Marie-Madeleine. Souvent on parle de Marie-Madeleine, on est un peu ici dans la région de Marie-Madeleine, avec cette histoire de Rennes-le-Château, la Bessonnière, tout ça. Et l'église de Sainte-Madeleine à Rennes-le-Château. Eh bien, il y a sa basilique, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Saint-Maximin, à Sainte-Baume. Sainte-Baume, Baume qui veut dire grotte en provençal. Et donc, j'y habite à côté, à Ollières, un petit village. Et donc, si vous avez l'occasion, allez voir la basilique, c'est très intéressant. Il y a un crâne? Oui, il y a un crâne en reliquaire de cristal dans la crypte. Il y a une crypte dans laquelle la mythologie historique dit que c'est le crâne de Marie-Madeleine qui a été retrouvé au XIIe siècle en fouillant une crypte, cette crypte-là justement. On l'a retrouvé, ça a plus quelques os. Et donc depuis, ce reliquaire existe. Il y a une vénération qui est faite, des pèlerinages. Sa fête à Marie-Madeleine, vous savez tous que c'est le 22 juillet. Voilà, donc le 22 juillet, une grande procession. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir cette basilique. Et aussi, si vous avez l'occasion de monter à la Sainte-Baume, la fameuse, là aussi, c'est pareil. On est dans les terres de légende, on n'a pas trop de preuves historiques de tout ça, bien sûr. Mais là, on aurait vécu un certain nombre d'années dans cette grotte, dont on l'appelle la Sainte-Baume. Baume qui veut dire grotte en provençal. Donc ça c'est un peu plus loin, juste au-dessus de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Donc vous avez l'occasion, ça vaut le coup d'aller visiter cela pour ceux qui s'intéressent à Marie-Madeleine, puisque je crois qu'on est quand même dans un lieu où il y a des histoires qui circulent. Voilà, donc dans les années 98, j'ai quitté l'enseignement des enfants pour me tourner vers toujours l'enseignement, parce que c'est ce que je préfère, mais l'enseignement avec des adultes. Et dans des sujets qui me passionnent, qui sont ce qu'à l'époque on appelait l'ésotérisme, mais qui veut dire plutôt les sciences alternatives, les sciences avancées et les sciences traditionnelles. Sans parler de religion, sans parler de... C'est l'étude un petit peu de l'univers au-delà du contexte scientifique actuel qui est très cartésien pour l'instant encore, au moins encore pour quelques temps. Et donc, de m'intéresser à tous les sujets qui vous passionnent sûrement, parce que si vous êtes venu voir cette conférence, vous avez sûrement entendu parler des ovnis. Qui n'a pas entendu parler des ovnis? Puis tout le paranormal qui va avec, et tout ce qui se passe. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes une période qui va avoir beaucoup de révélations. Ça a commencé, ça n'a pas à avoir, fait beaucoup de révélations. Et donc j'ai enseigné à des personnes, j'ai rencontré des chercheurs, dont Raymond Spinozzi, Alain Ballas qui va venir faire une conférence dimanche, justement, sur l'art des grands bâtisseurs, la géométrie sacrée.
et d'autres, ainsi de suite. Et ensemble, on s'est mis à œuvrer, surtout en Provence, hein, puisqu'on habitait là-bas. Puis on a créé des associations ensuite pour pouvoir montrer aux gens ce qu'on avait trouvé, organiser des week-ends d'échange, des séminaires, des ateliers, des voyages, un petit peu dans beaucoup de pays aussi, pour les vérifier. L'Égypte, la Grèce, le Pérou, le Mexique, ainsi de suite. Donc, c'est un système associatif qui a tourné pendant bien 15 ans. Donc, les gens étaient contents, nous aussi. Et ensuite, il y a quelques années, depuis 2012, en fin de compte, j'ai quitté le système associatif et je suis ici en tant qu'auto-entrepreneur. C'est quand même bizarre, hein, comme auto-entreprise, quand même. C'est dans la catégorie enseignant autre. On met tout là, autre. Voilà. C'est officiel, hein, c'est enseignant autre. Voilà, donc j'ai mon auto-entreprise depuis 2000, dont je suis le seul. Voilà tout. Donc, et je continue avec ma compagne, Marie-Josée Wallard, et mes amis aussi, à œuvrer sur la préparation des grands événements que nous sommes. Souvent je disais avant que nous allons vivre, maintenant je dis que nous vivons. Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre, même si tout le monde n'a pas conformément bien compris. Mais quand ça va vraiment être à sa pointe maximum, je crois que beaucoup de gens vont vite comprendre que nous sommes dans la période où les événements arrivent. Je crois que depuis 2 mois, nous l'avons vu. Commencer à l'entrevoir. Voilà, donc, alors, comme je dis souvent, dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai. Dans le sens absolu vérité, en disant voici, c'est comme ça. Ce sont des expériences que nous avons vécues, des résultats que nous avons obtenus. Une grosse partie sont des choses qui sont vérifiables scientifiquement, il y a des documents, il y a des photos, puis il y a du domaine du témoignage et du vécu personnel. Ça, bien sûr. Et donc, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que rien n'est vrai, parce qu'il ne sert à rien d'avoir des polémiques. Je ne cherche pas une polémique, de prouver que j'ai raison, que vous avez tort, ou inversement. Comme disait un grand chercheur, vous pensez que c'est vrai, vous pensez que c'est faux, dans les 2 cas, vous avez raison. C'est le fait de le penser qui est important. Donc, je suis là pas là pour vous convaincre quoi que ce soit. Pour moi, c'est absolument vrai, puisque c'est du domaine vécu, personnel, et c'est argumenté. Mais je conçois que pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce sujet, ça peut sembler fantaisiste, science-fiction, ainsi de suite, tout ce qu'on veut. Ben, vous savez, souvent, ce qui est le science-fiction d'une époque, ça devient la réalité. Alors, des Jules Verne. Hein? Voilà, une réalité à une autre période. Et comme cette période, tout va vite, voilà. Donc, je prends mes précautions parce que ce dont je vais vous parler, ce n'est pas de l'ufologie. J'aurais pu dire, je fais une conférence sur les ovnis. Je ne vais pas vous faire une conférence sur les ovnis. Pour moi, les ovnis, c'est déjà presque de l'histoire ancienne. Je sais que certains découvrent à peine le phénomène, mais je ne suis pas là pour vous parler de cas j'ai fait l'ufologie quand j'étais jeune. Je me suis beaucoup intéressé à ça, mais je ne vais pas vous parler de cas qui ont existé. Non. Il y en a qui font très bien ces choses-là, qui sont spécialisés à ce niveau-là. Je vais vous parler du rapport avec... Donc, je pars du principe que les ovnis existent. Pour moi, c'est établi, donc je n'ai pas à prouver que ça existe. Et 2, qu'on peut aller plus loin que le phénomène ovni, c'est-à-dire de s'intéresser à ceux qui sont véhiculés par ces technologies, quelque part. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Et surtout, la collaboration qu'on pourrait avoir, ou je dirais qu'on a, nous, mais qu'on pourrait avoir, avec ces êtres. Et nous avons choisi, bien sûr, des êtres bienveillants. Vous pourriez choisir les prédateurs aussi, pourquoi pas. Hein, il y a des personnes qui pourraient travailler avec des prédateurs, il n'y a aucun problème. Nous avons choisi des extraterrestres bienveillants qui sont là pour soutenir et aider l'humanité dans cette transition des âges qu'on appelle. On peut l'appeler par plein de noms, c'est un apocalypse, qui veut dire révélation. Et là où vraiment on vit l'apocalypse. Hein. Et c'est pas forcément dire catastrophe ou destruction, ça veut dire on lève le voile. Donc là, je crois que vous avez commencé à vivre qu'on lève le voile. Donc c'est l'apocalypse, donc vous la vivez, l'apocalypse, vous n'allez pas la vivre, vous êtes en train de la vivre. Et ensuite, on peut appeler ça la parousie chez les chrétiens, c'est la parousie. La seconde venue pour d'autres personnes, d'autres et ainsi de suite. Donc ça peut prendre beaucoup de noms, mais la seule chose qu'ils ont en commun, c'est que c'est en train d'arriver. Malgré soi qu'on puisse l'appeler. Certains le savent, parce que c'est pas nouveau, parce que c'était annoncé, souvent on parle de la civilisation de l'Atlantide, les civilisations de Mu, l'Égypte avec ses pyramides, la Grèce, et d'autres, si vous regardez toutes les prophéties, tous les messages qui ont été adressés, que ce soit la géométrie sacrée, que ce soit cela, ils vous parlent d'une seule et même époque.
tous ça en commun une époque, ce que cette génération est en train de vivre. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un point important. On a deux façons de le vivre, soit on s'y prépare à l'avance et on le fait ça graduellement et ça se passe relativement correctement, soit on attend le dernier moment et là, quand ça tombe, eh bien là, on est très surpris et on va tendance à dire pourquoi on ne nous l'a pas dit, excusez-moi, on nous l'a dit. Donc, et c'est pas nouveau, ça a été dit, redit, plusieurs fois, mais un jour ça arrive, c'est comme Noël. Un jour ça arrive, on est 24 décembre, demain c'est Noël. Ben oui. Si vous n'avez pas préparé votre liste de cadeaux, vous êtes un peu embêté. Oui. Voilà. Donc, Noël c'est demain, demain c'est Noël, et on est le 24 décembre, et demain c'est Noël. Donc, la seule chose, c'est qu'on ne va pas pouvoir éviter les événements qui arrivent. Ça, il ne s'agit pas de les éviter. À mon sens, on ne peut pas les éviter. À mon sens, c'est comment on va les vivre. Il y a deux façons. Soit on les vit douloureusement, avec tout ce qu'il y a avec. Soit on les vit moins douloureusement. Mais dans tous les cas, on va les vivre. Donc une fois qu'on a commencé à prendre ce recul, à avoir un peu plus de sagesse, on se dit, waouh, alors je peux peut-être me préparer à les vivre mieux. Alors mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire comment on peut les vivre mieux. Je ne vais pas rentrer dans la spiritualité, où chacun, je pense, a ses connaissances et a sa façon de faire. Il n'y a pas de recette générale, il y a simplement des façons de voir différentes. L'essentiel, c'est que ce soit efficace. Vous preniez n'importe quelle voie que vous preniez, l'essentiel, c'est que vous ayez des résultats. Ça, c'est ça. Donc, je vais vous parler de, aussi, cette transition, c'est ce qu'on appelle la transition des âges. Eh bien, elle n'est pas propre à la Terre, elle intéresse d'autres civilisations qui sont là depuis très longtemps. Là aussi, il y a un deuxième mythe, le mythe, quand est-ce qu'ils vont venir les extraterrestres? Alors, excusez-moi de vous répondre, ils ne vont pas venir. Ils sont déjà là, et pas depuis 1947 avec Roswell, depuis la nuit des temps. Ils ont toujours été là. Ils se sont montrés, parfois discrets, à certaines époques ou pas, parce qu'ils ont des règles à respecter. Je parle des bienveillants, hein. Les autres aussi, mais ça c'est notre stratégie. Donc ces extraterrestres bienveillants, ils ont des règles à suivre. Comme nous, on y aura un jour, lorsqu'on ira dans les étoiles, et lorsqu'on aura colonisé, entre parenthèses, on aura des règles à suivre. Parce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et donc, parmi les choses que les extraterrestres bienveillants ont à faire, c'est de respecter ce qu'on appelle la directive prime, la première directive. Et la première directive dit ceci: aucune civilisation avancée ne peut rentrer directement en contact avec une civilisation moins avancée, ceci cause directement, c'est-à-dire se montrer, parce que ceci causerait des traumas psychologiques très profonds et amènerait automatiquement la destruction de la civilisation moins avancée. Le cas des Européens et des Amérindiens, et d'autres cas aussi, avec les Espagnols et les Mayas, l'ont montré. Dès qu'une civilisation un petit peu plus avancée, techniquement, se met à aller voir une civilisation avancée, il y a disparition d'une des deux civilisations. Donc première chose, s'ils venaient directement se montrer, se dévoiler leur présence, on aurait d'abord des chocs violents, des traumas psychologiques, vous savez que ça existe, hein, les militaires, quand on revient du front, c'est conséquences. Et deuxième chose, eh bien, et ça provoquerait automatiquement la destruction de notre civilisation, qui ne serait pas capable d'absorber les informations, les révélations, les technologies et la façon de voir et de vivre de ces civilisations, même si elles sont bienveillantes. Donc il y a des directives. La deuxième directive, c'est pareil, elle est tirée de la première, c'est on ne peut pas montrer une technologie trop avancée, une civilisation moins avancée, au point de la traumatiser. Donc c'est pareil, on ne peut pas se montrer soi et pas montrer la technologie qu'on utilise aussi. Ce qui provoquerait dans les deux cas, pareil, des traumas. Donc vous voyez, il y a un respect. Et puis il y a d'autres aussi conditions qui interviennent. Donc il y a une espèce de cahier des charges que souvent on oublie dans l'ufologie. Les gens disent, oui, pourquoi ils ne se montrent pas, s'ils existaient, ça... Non, mais attendez, c'est jamais aussi facile que ça. Dans la vie, il n'y a rien aussi simple que ça. Donc ils ont beaucoup. Et puis il y a aussi des prédateurs, qui eux n'ont pas intérêt, bien sûr, à ce que d'autres extraterrestres viennent voilà, apporter des informations qui manquent aux humains. Parce que l'humain a été en quarantaine pendant 200 000 ans, a été coupé à tel point qu'il se croit tout seul dans l'univers. C'est la seule planète qui existe sur les
200 milliards de galaxies contenant 200 milliards d'étoiles chacune à peu près. Nous sommes la seule planète vivante de l'univers. Quel gâchis dans un univers aussi grand pour avoir une petite poignée d'humains sur une planète perdue au fin fond d'une galaxie. Vous voyez, on sait maintenant que c'est tout à fait faux puisqu'on trouve des exoplanètes tous les mois, il y en a des millions de billions, et même les conditions monétaires, on sait, les scientifiques maintenant savent bien sûr que les mondes sont habités, et au-delà encore de ce qu'ils pensent, dont la vie foisonne dans l'univers, littéralement, à tous les niveaux. Donc on est loin d'être seul, mais l'humain classique croit qu'il est le seul roi de l'univers. Et puis il fait ce qu'il veut. Sauf qu'après, quand ça lui tombe dessus, je dis, voilà. Alors donc, vous voyez qu'il y a, ça aussi il faut éduquer les gens sur le fait qu'on appelle l'exopolitique. Alors il existe une politique, hein, c'est comment fonctionne une cité, mais il existe aussi de l'exopolitique, ça veut dire comment fonctionne l'univers. Parce que l'univers aussi fonctionne, il a des règles, il a une administration, faut pas croire. Hein. Une administration, des règles à respecter, des trucs. Et donc, l'exopolitique nous apprend un petit peu comment fonctionne l'univers, et ça, l'humain doit commencer à l'apprendre s'il veut un jour pouvoir dialoguer avec d'autres civilisations de façon directe. Alors ça se fera, je vais quand même vous dire, après les grands événements. Avant les grands événements, je ne crois pas que nous sommes encore actuellement assez ouverts d'esprit et à avoir assez enseignables, pour pouvoir recevoir l'enseignement ou les informations ou les technologies que pourraient transférer les civilisations avancées, bienveillantes, pour aider l'humanité. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que ça ne convient pas pour l'instant. Même si on veut, autour de nous, on n'est pas habitué à ces choses-là. Disons qu'on n'a pas le comportement correct. Ah ouais. Alors, j'avais aussi des choses à vous montrer, mais j'espère que je pourrai le faire avec la petite souris à main. Ouais, je sais pas ce qu'il a. Ah, je sais pas. Bon, alors, on verra après la pause peut-être, il faudra que je vois. On va faire la première partie comme ça. Donc, des extraterrestres bienveillants, disons, plantons le décor. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pour vous, peut-être que vous direz, oh là, moi je ne les ai pas vus. Souvent, les gens me disent, ouais, je ne les ai pas vus. Sauf que 15 jours après, ils arrivent et me disent, ah ouais, mais je les ai vus. Ça a tout changé. Oui, je sais. À un moment donné, moi aussi, dans les années, au début, quand je commençais à faire des conférences dans les librairies ésotériques, je faisais ça avec des diapositives et tout, sur les ovnis. Et les gens m'auraient posé la question, M. Raoult, vous faites des conférences sur les ovnis, les extraterrestres, vous les avez vus, vous? Et je dis non. Mais j'ai l'intime conviction scientifique, ils existent. Je le fais par la foi. Depuis, ça a changé. Depuis, c'est plus l'intime conviction. C'est-à-dire que ma conception ne dépend pas de votre avis. Si je fais passer ma vision en fonction de vous, eh bien je dépendrai de votre... Je voudrais vous convaincre, mais je n'ai en convaincre personne, parce que quoi que vous pensiez, ça n'a pas d'impact. Et c'est là, quand c'est un fait, quand un fait est établi, qu'on a vécu, on ne dépend plus du regard des autres, ou de l'avis des autres pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si j'ai rêvé ou si j'ai pas rêvé. Donc, comment c'est venu cette idée, pour voir après les conséquences? Bien, ça a commencé, je ne vais pas tout vous raconter, j'ai essayé un jour d'estimer le nombre de contacts que j'ai eus à tous les niveaux, avec des intelligences non humaines, je les appelle aussi les intelligences non humaines, bienveillantes, ça doit tourner autour de 15 à 17 contacts. Certains d'une puissance très importante, d'autres moins réalisés, mais qui étaient des contacts aussi, avec des visions physiques et des effets physiques, ou des effets non physiques aussi. Donc une multitude de choses comme ça. Et ça a débuté, simplement le premier contact que j'ai eu, c'était en 1994. À l'époque, on faisait des veillées ovnis. Je faisais partie d'une association qui s'appelait l'IMSA, l'Institut mondial des sciences avancées, fondé par Jimmy Dieu et par d'autres chercheurs aussi. Et donc on organisait des veillées ovnis, on choisissait un endroit un peu particulier, en Provence par exemple,
Et on allait au coucher du soleil, on passait toute la nuit à regarder le ciel et voir si on voyait. Et on a vu des choses, je vous dis, on a vu des choses. C'était assez hallucinant. Si on passe le temps de regarder lever le ciel, le nez vers le ciel, et d'y rester, sur des endroits stratégiques, il y a toujours des choses qui se passent. Bon, parfois, c'est pas spectaculaire, mais parfois, c'est spectaculaire. Et donc, on faisait des veillées ovnis avec des personnes qu'on invitait à venir, et ainsi de suite. Et ce jour-là, avec mon ami Alain, justement, qui va venir dimanche, un lieu particulier qui s'appelle, peut-être vous ne le connaissez pas ici, parce que ça s'appelle Théopolis. Ça se trouve à Sisteron, certains le connaissent. Sisteron, Théopolis, la cité des dieux, ce qu'on appelle. Théopolis, qui veut dire la cité des dieux, justement, c'est un lieu très particulier où il y a un vortex colossal. Et on savait à l'époque, on avait découvert ça. Et un jour, on a décidé d'aller faire une veillée. Et je me rappelle, c'était le dimanche de Pâques, 1994. Et on est allé, on était en voiture, on s'est mis au pied de la montagne, on fait un point de la colline. Mais il y avait un vent, un froid, -10. Et la plupart des gens ont dit non, on va rester dans les voitures et on va observer des voitures. Parce que non, on ne peut pas sortir, il fait trop froid. Et on était venus parce qu'on avait un rendez-vous. L'histoire montre qu'on nous avait donné rendez-vous. Mais malgré ça, moi j'étais là dans la voiture avec un ami à l'époque, et il y avait une voix qui me disait sors, vas-y. Et je dis à mon ami, bon, vas-y, t'es fou, tu vas pas sortir, on voit rien, tu vas tomber dans un trou, tu vas te congeler, ça va pas. Je dis, je peux pas, il y a quelque chose qui ça me poussait, comme une espèce de pulsion. Et j'avais une CB portable avec moi à l'époque. Je dis, écoute, j'y vais, je monte là-haut, et je te donnerai des informations tous les 200 mètres, comme ça, avec la CB, comme lui il avait la CB de la voiture, à l'époque c'était les CB. Et on n'avait pas le téléphone, machin, cellulaire. Et on n'avait pas encore. Et donc, on montait avec la CB, j'y vais, je dis, je peux pas. On m'a dit, bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais voilà. Et donc, je pars et je monte le long, sur 400 mètres. Et là, j'étais avec un bonnet, double veste, double pantalon, un vent. Incroyable, fou. J'étais le seul, hein, sur 3 ou 4 voitures, j'étais le seul dehors, hein, c'était barré, quoi. Et donc, mais quand l'esprit souffle, tu ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas pourquoi je montais, au fait, hein, donc, et donc, je suis arrivé là, et pendant 1 heure, je suis resté dans la montagne. Et là, j'ai vu des auras, et je sentais au fond de moi qu'on travaillait sur moi. Une espèce de sensation, des énergies. Ouais. J'ai dit, tiens, c'est curieux, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça a duré 1 heure, quand même, 1 heure. Je sais pas, 1 heure dans le froid. C'est quand même 1100 mètres d'altitude, c'était à Pâques, quand même. Vous voyez, donc, c'était... Puis à un moment donné, je ne pouvais plus, je dis, bon, je redescends. Et c'est à ce moment-là que d'autres personnes ont voulu monter, justement, me rejoindre. Et là, c'était 2 dames, que je connaissais bien, dont un médium. Et toutes les 2 sont montées, sont venues me rejoindre. Et je me rappellerai toujours de ça, parce que je vois même comment, le temps qu'on arrive à ce point de vision, où on avait le rocher en face de nous, là où il y avait le vortex, en réalité. Et je me rappelle, elles arrivent comme ça, et moi, j'arrive aussi avec eux, mais je me tourne comme ça, parce que je veux déposer ma CB au pied du rocher. Le fait que je tourne le dos au rocher, ça a duré 2 secondes. Il faisait un vent effroyable, un froid. Et là, à un moment donné, un vent chaud, qui devait faire 30, 40 degrés, nous a balayés. J'ai fait ça. Les 2 amis, eux, ils étaient tournés, et là, boum, une boule de lumière qui apparaît et qui survole tout le rocher. Une boule de lumière dorée. Et ces couleurs-là, tu ne peux pas les décrire. C'est des couleurs de notre autre chose. Or, c'était du orangé doré. Une boule de lumière, un plasma, qui se déplaçait sur la colline, comme ça. Et qui s'arrêtait. Et on regardait comme ça. Puis c'est reparti. Alors, ce n'est pas la foudre en boule, hein, parce qu'il y avait 0 nuage. Le ciel, tu pouvais le prendre dans la main, tellement les étoiles étaient brillantes. Il y avait un vent de foudre, il n'y avait pas de foudre en boule, bien sûr. Mais, pour que je me suis dit, après, je dis, pour que
le vent thermique enlève le vent froid qu'il y avait, il a fallu qu'il y ait un dégagement calorique colossal sur 300-400 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous imaginez un Mistral qui souffle avec une température de -10, parce qu'il y en a ceux qui faisaient -10 en nuit. Vous voyez ce vent qui souffle, pour que le vent thermique aille à l'envers du vent, parce qu'il soufflait à l'envers, et qu'il te passe à travers, qu'il te dise il fait 40 degrés, c'est tropique, il faut que la température de ce qui a été émis soit colossale. Et pourtant c'est une petite boule de lumière qui était là. Et elle s'est arrêtée à un moment donné au-dessus de la crête et on était là comme ça. Et c'est là où à un moment donné j'ai allumé ma CB, j'ai dit aux autres, ça y est, ils sont là, le contact.